Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce dernier numéro de l'année du petit journal illustré que la Fondation AG2R La Mondiale a souhaité lancer en début 2021 avec un objectif bien précis. Notre fondation, vous le savez toutes et tous, a une vocation. Nous essayons de contribuer à l'autonomie des personnes et aux solidarités. Et nous travaillons donc cette notion d'autonomie selon 4 axes, qui sont 4 orientations prioritaires: l'autonomie par l'éducation, l'autonomie par le travail, l'autonomie de la jeunesse et autonomie de la santé. Et nous nous sommes rendus compte, avec le temps, que beaucoup des projets et des expérimentations que la Fondation finance, en fait, sont contributeurs aux objectifs de développement durable. Alors, je suis Delphine Lalu, directrice de la RSE des fondations du groupe AG2R La Mondiale, secrétaire générale de la Fondation. En 2015, les Nations Unies ont adopté un agenda de développement durable, une feuille de route de développement durable à l'horizon 2030. Pourquoi un agenda? Eh bien, d'une part, parce que il y a une prise de conscience grâce à la communauté scientifique, une prise de conscience des États, des institutions en général, de la société civile et des citoyens, d'un certain nombre d'urgences. 2 urgences environnementales qui inquiètent l'ensemble des institutions, des citoyens dans le monde entier: problème du réchauffement climatique, perte de biodiversité, qui ne sont pas les seules difficultés auxquelles notre monde est confronté. Et les Nations Unies se sont dit, poussées par la société civile, poussées d'ailleurs en Europe et dans le monde par la Conférence européenne des syndicats, se sont dit: «On ne peut pas traiter les problèmes de manière séparée». Et en même temps qu'un effort important est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, et bien dans le même temps, ce sont 16 autres objectifs de développement durable qui doivent être visés pour être certains que nous construisons tous ensemble une transition juste. Une transition, une prospérité qui est utile pour les humains, pour les sociétés et en même temps qui protège la planète. Alors les 17 objectifs de développement durable, je ne vais pas vous les rappeler. Chaque épisode de la web-série de la Fondation est l'occasion pour nous d'illustrer un thème, d'illustrer un ou plusieurs objectifs de développement durable. Pour ce 5e épisode de l'année, nous avons voulu le consacrer à l'économie circulaire. L'économie circulaire, Philippe Vachette, à qui je vais donner bientôt la parole, va vous expliquer ce qu'est l'économie circulaire. L'économie circulaire répond à de nombreux objectifs. L'économie circulaire permet évidemment de lutter contre les changements climatiques. Elle repose sur une transformation de nos systèmes économiques, productifs, qui sont industriels, mais aussi serviciels. Et quand on parle d'ailleurs d'industrie, de systèmes productifs, eh bien, ce n'est pas que l'industrie manufacturière, c'est bien un ensemble d'acteurs économiques, de filières, d'écosystèmes qui s'organisent autour de l'industrie, qui aujourd'hui doivent être transformés très fondamentalement si nous voulons atteindre les objectifs qui sont fixés par la Commission européenne dans le cadre du Green New Deal, et si d'une manière générale, nous voulons atteindre les 17 objectifs de développement durable d'ici 2030. Mais l'économie circulaire touche aussi la question de l'organisation des villes, des communautés, de l'organisation sociale, toute la question des déchets, toute la question des mobilités, de la construction des bâtiments, en fait, repose sur une autre conception des flux et de l'organisation humaine à l'échelle, à l'intérieur des villes et dans l'interlocution entre l'urbain et le non urbain. Bien évidemment, l'économie circulaire concerne les consommateurs, les modes d'achat, les modes d'usage aussi, les usages des objets que nous manufacturiers, que nous achetons, la manière dont nous vivons. Donc c'est l'objectif, l'ODD numéro 12.
Et tout cela, nous le faisons, toute cette nouvelle vision de l'économie que l'on appelle circulaire, eh bien, elle a une vocation, c'est de réduire nos impacts négatifs sur la qualité de l'eau et de l'assainissement, sur la qualité des océans, de la vie aquatique, et elle vise à protéger, la biodiversité. Alors j'ai tenté de vous mettre en évidence les liens entre économie circulaire et objectifs de développement durable. J'en ai peut-être même d'ailleurs oublié. Maintenant, l'objet de l'émission, c'est de comprendre de quoi on parle quand on parle d'économie circulaire. Alors dans un premier temps, c'est Philippe Vachette, qui travaille sur les questions d'économie circulaire depuis 1985, qui a fondé, le bureau d'études, B-Indigo, qui a développé ou qui a accompagné le développement de nombreuses entreprises dans le champ de l'économie circulaire, des mobilités, de la gestion des déchets, du bâtiment durable. Et c'est Philippe Vachette, dans un premier temps, qui va nous expliquer ce qu'est l'économie circulaire. Philippe, je vous en prie. Bonjour à tous. Merci à G2R de me donner l'occasion de cette présentation. Pour moi, c'est une joie d'avoir à vous présenter l'indispensable économie circulaire. Et d'ailleurs, c'est la seule économie qui a de l'avenir. C'est ce que je vais essayer de voir avec vous. Bon, alors, moi, je travaille là-dedans. Je suis tombé dedans en 1985. Après des études de géographie et d'économie, j'ai eu la chance d'avoir Raymond Barre et René Dumont comme personnalités qui m'ont marqué. Une expérience africaine, eh bien, dès 85, j'ai été amené à créer une entreprise d'insertion qui a développé le concept de déchetterie qui, à l'époque, était totalement embryonnaire en France. Et puis, ben, de ce savoir-faire du tri a été fondé un bureau d'études en 90. Nous étions 3 en 90, 70 en 2000 quand j'ai quitté ce bureau d'études. Actuellement, ce bureau d'études Indigo avec 2D, Initiative pour le développement durable, ingénierie, organisation, compte 250 personnes dans les déchets, les mobilités douces, le bâtiment durable et l'énergie. Alors, actuellement, une fois qu'on est tombé dans les déchets, ben, on n'en sort pas et c'est malheureusement, je dirais, quelque chose dans lequel il y a des choses passionnantes à faire, mais dans lesquelles les progrès ne sont pas si sensibles que ça. Alors, personnellement, je suis impliqué là dans le développement d'une conserverie solidaire qui s'appelle J'aime beaucoup, qui est assez connue sur la Savoie. Il y a actuellement 24 salariés qui traitent des excédents de fruits et légumes des grandes et moyennes surfaces pour en faire des confitures et des chutneys. Voilà, c'est un bon démarrage. Bien sûr, le recyclage des vieux skis dont notre ami Thomas, pionnier d'Arskitect, va vous parler. Développement donc d'une coopérative SIC sur ce domaine, première en Europe dans ce domaine. La collecte de l'aluminium, qu'on a beaucoup trop délaissé en France, l'aluminium ménager, qui est un formidable levier d'économie d'énergie. Savez-vous que quand on recycle de l'aluminium, on économise 10 fois l'énergie? On pourrait en reparler si besoin. Donc, très bon outil, notamment de sensibilisation des jeunes sur ce que sont que les négawatts, les fameux watts qu'on n'a pas consommés parce qu'on les a économisés. Et puis, actuellement, une jolie aventure est en cours de lancement, c'est la valorisation du vieux pain, surtout pour travailler sur de la poudre de vieux pain qui permette de la réintroduire dans l'alimentation humaine et non pas uniquement dans l'alimentation animale. Et là, il y a un très grand potentiel de collaboration avec les boulangers et les boulangeries industrielles qui va certainement donner des résultats tout à fait intéressants. Et j'allais dire, j'ai le plaisir aussi de participer au développement d'un réseau qui s'appelle Solucir, donc les solutions d'économie circulaire, et particulièrement en Savoie. C'est plusieurs femmes qui ont lancé ça avec un grand dynamisme. Aujourd'hui, ça regroupe plus de 100 partenaires, essentiellement des entreprises, qui sont conscientes que l'économie circulaire est la forme de l'économie qu'il faut développer. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que l'économie circulaire? Merci. Voilà. Ce qu'on a fait jusqu'ici, et ce qu'on fait encore beaucoup, c'est l'économie linéaire. On extrait, on produit, on consomme et on jette. Alors, face à ça, et face à cette énorme accumulation de déchets, heureusement, une économie du recyclage s'est développée, et pas uniquement quand le recyclage était
un centre de profit, comme ça se faisait depuis très longtemps, avec la ferraille, les métaux non ferreux, des choses comme ça. Et il y a de fait une économie du recyclage qui connaît quelquefois des dérapages sur les pays pauvres, des choses comme ça. Il existe une économie du recyclage. Mais cette économie, on le verra, elle va quand même vers des poubelles conséquentes, beaucoup trop importantes. Et puis, ce vers quoi il faut tendre, comme la ligne d'horizon que recherche le navigateur à la voile, eh bien, c'est l'économie circulaire. C'est j'extrais, je fabrique, je consomme, et je remets dans un process qui fait que la réparation, le réemploi, l'échange, puis la déconstruction va permettre de séparer des composants que je vais faire au maximum re-rentrer dans un circuit de production. Et c'est ça l'économie circulaire qu'il ne faut absolument pas confondre donc avec les divers boucles du recyclage. C'est vraiment une boucle fermée et non pas une spirale qui finit vers une poubelle. Je crois que c'est très important de se le redire. Alors, donc, en ça, dans notre monde fini, je rappelle que ceux qui croient qu'il peut y avoir une croissance infinie dans un monde fini, Einstein disait, c'était soit des fous, soit des économistes. Et il va falloir commencer à je dirais, se dégriser du concept de croissance. Et si vous avez l'occasion, lisez l'excellente BD de Blin et Jean Covici sur comment on peut se désintoxiquer de la croissance. Il s'appelle Un monde sans fin. Alors, donc cette économie circulaire, c'est pas une option, c'est même pas une coquetterie d'écolo, c'est la réponse. Je serais tenté de dire c'est la seule réponse, parce qu'on vit dans ce monde fini. Et donc, il y a, et c'est ça qui est passionnant, il y a à développer, je dirais, un champ très considérable de savoir-faire, ce que nous commençons de faire, et d'ailleurs que l'ESS, dans lequel l'ESS est particulièrement pionnière. Et d'ailleurs, on voit bien que les assureurs commencent à comprendre et à anticiper cette réalité, alors qu'un certain nombre de manufacturiers ne l'ont pas encore tout à fait compris. Bon, en Savoie, nous avons essayé d'avancer de façon conséquente sur ce champ. Nous avons été soutenus, notamment à l'époque où Michel Barnier était le président du Conseil général, assez fortement. C'est moins le cas des de la collectivité départementale actuelle, mais nous avons des collectivités qui, actuellement, avec beaucoup de collectivités locales, qui, avec beaucoup de dynamisme, soutiennent cette dynamique de l'économie circulaire. Et je dois même vous dire, enfin, je vous annonce, on a sur l'agglomération chambérienne le projet d'une galerie d'économie circulaire qui est un projet tout à fait intéressant qui consisterait à reprendre une ancienne galerie commerciale qui est en train de mourir pour en faire réellement une galerie où se développent ces activités de réparation, d'échange, de réemploi, éventuellement d'upcycling, et donc une activité qui ouvre je dirais, un champ d'emploi durable tout à fait intéressant. Ce n'est pas une première, parce qu'actuellement, que ce soit Bordeaux, Grenoble, Lyon, Montreuil, Stockholm et d'autres villes ont lancé déjà des initiatives comme celle-là, mais c'est vrai qu'elles gênent, pour l'instant, tout le monde n'est pas enthousiaste pour ce type d'approche, mais on continue à y croire de façon importante. Donc, je serais tenté de dire que on n'a plus vraiment le choix. L'économie circulaire, c'est l'avenir de l'industrie, et comme vous le rappeliez, c'est aussi l'avenir des services et de la façon d'organiser donc notre éducation pour se former à ce genre d'approche. Alors, in fine, on peut dire, il s'agit de faire rentrer l'économie dans le climat, dans les contraintes du climat, et non pas, quand on parle d'économie, dire ah oui, mais il y a aussi des problèmes climatiques dont il va falloir tenir compte. Non, les problèmes climatiques sont là, et dedans, il faut y faire rentrer l'économie. Je pense que c'est une façon de voir différente, mais que nous sommes vraiment appelés je dirais, à porter. Et pour finir par cette blague qu'on doit, je crois, à Francis Blanche, est-ce qu'on va continuer à, disons, changer le pansement plutôt que penser le changement? Voilà. Donc, il est indispensable d'avancer très fortement et très résolument vers cette économie circulaire que nous allons décliner certainement avec les exemples qui vont nous être présentés. Voilà. Alors, vous voyez à votre écran, merci Philippe, vous voyez à votre écran le schéma de l'économie circulaire avec les 3 domaines, les 7 piliers, qui est un schéma de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME. Et
à chaque exemple, en fait, nos invités vont vous montrer de quel schéma de production et de réintégration, en fait, circulaire, ils ont mis en place dans leur propre structure, association ou SIC. Merci Philippe. J'ai le plaisir d'accueillir Thomas Chamache, Pascal Lafont, Jérôme Charbonnel. Thomas représente Arskitect, Pascal les ateliers de la Bruyère et Jérôme l'association Reviver. Vous êtes tous ou directeurs cofondateurs et directeurs et très impliqués, vous incarnez dans le cadre de collectifs, parce que vous ne travaillez pas tout seul, ces trois projets associatifs ou coopératifs. Et on va commencer par Arskitect. Super. Bonjour. Merci Philippe pour l'introduction. Donc d'autant plus que Philippe est impliqué dans cette même aventure depuis quelques années. Alors je voulais juste prolonger sur le fait que pour moi l'économie circulaire ne peut être révolutionnaire que si elle relève aussi de l'économie solidaire. Et ouais, étant donné que la production de déchets est directement le résultat du système en fait économique qu'il s'agit de re-questionner. Voilà. Donc là, c'est pour ça que depuis le début de cette initiative, on a souhaité à la fois travailler de l'opérationnel et sur la portée, on va dire, symbolique. Je vais y revenir. Alors, qu'est-ce que c'est ce projet donc, qui s'appelle Arskitect, qui a donné lieu à une coopérative depuis janvier 2021, voilà, depuis janvier 2021, qui s'appelle la coopérative Skitech. Donc, le constat, il était simple, c'est qu'on a, bon, ça on est conscient, qu'on a de l'or dans nos poubelles, notamment sur notre territoire de montagne des skis, qui sont un concentré d'ingénierie, un matériau composite vraiment pourri en soi sur sa fin de vie, qui a été recherché pour ses propriétés mécaniques. Et quand je dis qu'il y a de l'or en poubelle, j'ai fait un petit calcul. On est sur un matériau à 100 000 euros le mètre cube, donc à peu près 1000 fois plus que du bois, et qui finit hélas lamentablement sa vie, sa première vie, on dirait, incinéré au mieux avec récupération énergétique et encore au mieux avec récupération d'une toute petite partie de matière, donc avec une tentative de recyclage partiel de ce matériau composite qui n'est pas recyclable. Donc ça, c'était le constat. Le constat était assez pragmatique, c'est qu'avec ce matériau, on pourrait peut-être faire des choses. Notamment, l'idée initiale a été de créer des structures, donc d'utiliser vraiment le ski pour ses propriétés mécaniques et d'arriver à créer, donc là par exemple ce que vous voyez tout en bas du dessin, des dômes géodésiques et des structures architecturales. Donc le concept, là si on vient un peu plus en détail sur notre démarche, l'objectif il est de détourner massivement les skis de l'incinération, avec un process qui consiste, comme n'importe quelle structure qui travaille dans le réemploi, à collecter en fait, à avoir accès à cette ressource qui aujourd'hui est mélangée, du moins jusqu'à qu'il y ait une REP qui se développe sur les articles de sport et loisirs qui devrait prendre forme à partir de janvier 2022. Enfin, je crois que Philippe t'a pas introduit avec ça, mais je crois que c'est depuis 75 que une loi définit les responsabilités élargies des producteurs. On est en 2021 et se met en place progressivement encore des REP. Donc voilà, a priori, c'était pas une urgence depuis 40 ans. Voilà, on collecte, on trie, on traite cette matière pour la préparer à sa réutilisation. Donc on la stocke. Voilà, c'est le gros défi aujourd'hui. Bon, même si on est sur un matériau à 100 000 euros le mètre cube, c'est un matériau qui se retrouve à être finalement très abondant. Et donc, on est obligé d'être assez exigeant puisque notre défi est de détourner massivement ce matériau. Aujourd'hui, il y en a 800 000 qui étaient fabriqués, du moins en France, mis sur le marché en France avant le Covid. Aujourd'hui, bon, on n'a pas des chiffres actualisés. On sait juste que
que la production a radicalement été impactée, mais pour autant l'inertie et le stock qui dort dans les magasins et les garages reste évidemment assez conséquent pour, même si demain il n'y avait plus de ski, il y aurait quand même du boulot pour quelques années. Donc il s'agit aujourd'hui d'être assez limitant. On collecte cette matière, mais on limite autant que possible, puisque un objet n'est réutilisé que lorsqu'il est vendu, et c'est pas le tout d'avoir à s'approvisionner, et il est très facile à obtenir, en tout cas sur notre territoire. Ensuite, le cœur du projet donc consiste à en faire quelque chose. Donc toute une dimension de recherche et de développement d'applications, donc qui relève donc dans les réalisations, dans la création de mobilier, d'aménagement intérieur et de structures architecturales. Il y a les deux flèches qui partent autour de la R&D, c'est vraiment le propre, en tout cas ce qu'on pense être le futur de l'association, c'est toute la partie à la fois réappropriation de savoir-faire et transmission de concepts en open source. Donc donner envie à un maximum de personnes d'aller chercher la matière pour faire par eux-mêmes et accompagner cette dynamique en transmettant nos idées et en rendant visibles les idées de tout un tas de personnes, parce qu'on n'était pas du tout pionniers là-dessus. Beaucoup de gens avaient déjà cherché à utiliser ce matériau principalement pour fabriquer du mobilier, mais là où on a comme notre démarche est assez unique, à notre connaissance en tout cas, au niveau européen, voire mondial, parce qu'il y a quelques structures qui se sont organisées pour créer une économie autour du ski, mais aucune qui s'est donné comme objectif de les détourner massivement et de travailler sur l'architecture. Donc là-dessus, c'est assez innovant et atypique, notre démarche. Et donc, on se retrouve aujourd'hui à avoir créé donc une coopérative qui a pour but de prendre le relais sur l'association, sur la massification. Ouais, je pourrais juste donner deux mots sur les valeurs en fait qui nous portent. Peut-être là, je pense que j'ai fait le tour du schéma. Si voilà, bon, ça c'est juste pour rendre visible un peu ce matériau et notre palette de crayons de couleurs avec lesquels on peut s'amuser à créer sans fin. Vraiment les valeurs fondatrices, c'est l'écologie, le partage et la créativité. Et donc les moyens qu'on s'est donnés, aujourd'hui on est une équipe d'une quinzaine de personnes qui tournent autour des conseils d'administration des deux entités, et on est 4 salariés et un petit réseau de prestataires autour. Que dire d'autre? Ouais, voilà, je vais juste finir sur la portée symbolique de ce projet, parce que bon, au niveau écologique, c'est anecdotique. En fait, le travail qu'on fait, c'est la petite goutte d'eau. On parle de 2500 tonnes de déchets, tout compris, mis au rebut chaque année, ce qui est complètement marginal. Ouais, je m'arrête juste sur cette image pendant qu'elle défile. Donc là, voilà, vous avez la première charpente donc de 80 mètres carrés réalisée en ski. Donc on ne cherche pas à mettre le ski partout, mais à sa place où on permet d'économiser du bois. Donc sur ce bâtiment, par exemple, on estime à 2 à 3 mètres cubes de bois économisés en l'utilisation d'un déchet qui remplit les poubelles des montagnes. Rempli, non, c'est un grand mot. Je voulais juste finir sur cette dimension symbolique. Finalement, j'en étais à expliquer que l'enjeu en termes de tonnage est anecdotique, mais par contre, la portée symbolique de ce que cette initiative apporte et dépasse largement ce qu'on a même imaginé à la base de ce projet, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de l'industrie de la montagne et du ski qui pèse pour 6 milliards d'euros, qui se retrouve à être, par notre finalement initiative, mis dans une situation où on ne peut plus nier que l'industrie de la montagne, en fait, malgré la blancheur et la pureté des sommets, se retrouve à participer à sa manière à la destruction de la planète. Et donc,
et puis des hommes à sa manière aussi. Donc en fait, nous, ce qu'on apporte, c'est surtout cette portée symbolique. C'est-à-dire que à partir du moment où on est capable, avec un matériau donc qui est propre à la montagne, d'en faire quelque chose, ça amène inévitablement les personnes qui sont amenées à voir nos réalisations à une réflexion sur les paradoxes dans lesquels on est, et là pour le coup liés à l'économie de la montagne et donc et de la glisse. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je veux bien passer la parole. Merci beaucoup Thomas. Oui, c'était très clair. Et on est très, très heureux à la Fondation que Arskitect ait été choisi parmi les lauréats du Grand Prix annuel cette année. Euh, Vraiment, ça a impressionné voilà, tout ce que vous faites, à la fois de manière très concrète, opérationnelle, économique, sociale et symbolique, a beaucoup plu au jury. Merci. Alors Pascal Lafont, on change complètement de matériaux et d'univers. On part en Haute-Loire. Vous êtes le fondateur du pôle laine, qui est un PTCE consacré à la laine et directeur des ateliers de la Bruyère. Vous êtes d'ailleurs aussi Grand Prix de C'est cela, la oui. finance solidaire qui a été remis récemment à Lyon et qui est le Grand Prix Faire Finansol Le Monde. Donc oui, on a eu la chance d'avoir le prix Finansol des années par Faire et Le Monde le 9 novembre dernier. Donc, le but de mon propos va être de vous expliquer peut-être en quoi l'association Les Ateliers de la Bruyère a pu participer à une typologie d'économie circulaire concernant la laine de mouton. Vous avez là un diagramme, un beau croquis qui, je ne vous le cache pas, risque d'être un peu complexe, mais je ne partirai pas de ce croquis pour vous expliquer comment on a fait. Le but de mon propos va être peut-être de reprendre le volet historique qui vous permettra de comprendre un peu ce croquis. Ça a été très empirique pour nous, en fait. Nous sommes donc à Sogg, en Gévaudan, un pays connu pour à la fois l'épisode sur la bête du Gévaudan, mais aussi pour être un pays de moutonniers, beaucoup d'éleveurs ovins, et donc une forte ressource. Il faut savoir que encore au jour d'aujourd'hui, la ressource laine est souvent considérée comme un déchet, malgré le fait que naturellement la laine était avant tout la base d'une filière textile. Il y a eu un moment d'errance et de désamour ou d'exportation à tout va, avec les laines françaises qui, pour partie, celles qui étaient valorisées, partaient à l'étranger, notamment en Chine, et nous revenaient sous forme de produits transformés. Donc en fait, nous, au niveau des ateliers de la Bruyère, intéressés avant tout par la version insertion par l'activité économique, on a créé en 2002 un chantier d'insertion sur la valorisation de la laine, le feutrage de laine. Tout simplement parce que nous avons donc de la laine tout autour et on cherchait une matière facilement exploitable et qui n'était pas tellement utilisée dans les années 2000. De là, nous avons tout simplement travaillé avec d'autres, coopéré, et de fil en aiguille, on a assez rapidement réfléchi à faire dépasser juste l'action d'insertion par l'activité économique, et d'aller un peu plus loin dans le domaine de la laine. Donc on a travaillé entre éleveurs ovins et une ancienne filature qui s'appelle Laurent Laine. C'est les trois petits éléments qui forment le triangle dans le diagramme. Ça, assez rapidement, dès les années 2005-2006. Puis, on a étendu un peu ce cercle grâce à une recherche-action avec un laboratoire de recherche dans les années 2010, où on a été voir aussi les acteurs, les collectivités, les acteurs un peu plus éloignés, en se posant la double question de se dire cette filière, on pourrait l'animer, mais on pourrait aussi en faire un acteur économique innovant. Et donc, de là, on a créé le pôle territorial de coopération économique qu'on a appelé le pôle laine. Et assez rapidement, on a été reconnu pour être un acteur local de résilience territoriale, permettant de relancer une filière, permettant de ce fait-là d'aller jusqu'à créer, stabiliser, développer et créer la société lavage de laine du Gévaudan, qui nous permet aujourd'hui de proposer une filière intégrée à des éleveurs, à des créateurs, à des startups, à des collectivités qui veulent valoriser la laine
en leur permettant de nous l'envoyer, de l'avoir lavé, mais aussi transformé avec plusieurs étapes de transformation permettant d'aller jusqu'à la confection de produits finis. Mais cela est fait à l'échelle locale, on va dire, sur notre bassin. Mais en même temps, il faut savoir que la filière laine est une filière qui n'est pas une filière très, très développée à l'échelle nationale, tout simplement parce que les années 80-90 ont fait exporter les outils de production et il y a eu clairement une désindustrialisation des opérateurs. À titre d'exemple, nous avons, donc la chance d'avoir la société de lavage de laine du Gévaudan, dont nous sommes, nous, des ateliers de la Bruyère, fondateurs et actionnaires, puisque nous sommes 2 actionnaires, le second actionnaire étant la société Laurent Laine, mais nous sommes les derniers laveurs de laine de France. Il n'y a pas d'autre lavage à taille industrielle ou semi-industrielle en France. Donc, ça peut créer un problème au niveau de la filière. Il n'y a pas non plus qu'une seule unité de peignage, le peignage du mortier. Il existe quelques filatures, mais souvent, on est reparti sur du mode artisanal. Et pour passer un cap, pour arriver à quand même des produits qui soient abordables pour les consommateurs, il faut qu'on arrive à industrialiser, mais cela sans nuire non plus à la planète. Donc, il y a des nouveaux modèles à bâtir, à réfléchir. Nous, on s'est attaché plutôt au volet lavage de laine pour la modélisation, si on peut dire, d'une petite industrie en milieu rural. Mais ça n'a pas été simple. Et on a eu la chance de pouvoir intégrer et créer avec d'autres personnes un second collectif plus national, celui-là, qui s'appelle Tricolore, où on va retrouver les producteurs, un peu comme dans notre pôle laine local où on a les producteurs, transformateurs et les personnes qui sont intéressées par la filière. Nous avons au niveau de Tricolore, qui est un collectif bien plus large, les producteurs, en la personne de la Fédération nationale ovine, les derniers transformateurs, donc les derniers filateurs, les derniers tisserands, le dernier peignage, le lavage et d'autres opérateurs, et puis des marques, des grandes marques nationales de réputation nationale et internationale. Et on essaie ensemble, alors le collectif a été créé il y a 1 an, mais ça a été un travail de longue haleine par une personne qui s'appelle Pascal Gautran, qui nous avait sollicité il y a quelques années déjà. Le collectif n'est effectif depuis 1 an, mais il a l'ambition de faire multiplier par 6 les laines transformées en France. Parce que vous allez souvent entendre parler de laine française. Certes, oui, il y a de la laine en France, mais souvent, elle n'est pas transformée en France. Elle est encore sur un modèle, j'allais dire, 80s, les années 80, où on envoyait tout cela à l'extérieur. La laine faisait le tour du monde et nous revenait en produits confectionnés. C'est encore le cas, malheureusement. Et l'idée, c'est d'arriver à pouvoir limiter un peu cela et limiter les trajets, mais aussi les opérateurs dans ce système. Cette photo-là, c'est une photo du lavage de laine. Donc, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas un lavage moderne. Tout simplement, il a fallu pouvoir récupérer, être ingénieux. Donc, on est parti de vieilles machines, certaines de la fin du 19e siècle, pour arriver à créer une unité de lavage, une ligne complète, performante, qui nous permet de traiter 2 tonnes par jour. Donc, on est sur une base cette année de 250 tonnes de laine lavée. On a commencé, quand on a créé la société de lavage en 2018, on est parti avec 70 tonnes. Donc, vous voyez, c'est une progression assez rapide. Et la question se pose maintenant de la réflexion de comment faire si on voulait vraiment passer un cap, parce que les tonnages en France, ce sont des milliers de tonnes. Et si on voulait laver toute la laine, il faudrait sans doute soit beaucoup de lavages comme cela disséminés en France, soit un très gros. C'est là où on participe à la réflexion en disant que peut-être on pourrait, si nous arrivons à modéliser ce système-là, permettre à d'autres d'avoir des petits lavages ailleurs en France. Mais aujourd'hui, le problème est qu'encore on est sur pas mal de positions de grandes marques ou de grands opérateurs, mais on n'est pas non plus sur des engagements fermes. Voilà. La deuxième slide, cela présente un peu le volet touristique et culturel, c'est-à-dire qu'on s'est dit qu'à parler d'une ressource, on pouvait parler de son procédé, de sa naissance, de sa vie et de sa fin, mais on pouvait aussi parler de ce qui tournait autour. Donc, on a créé un musée qui s'appelle la Lainerie du Gévaudan,
que je vous invite à venir voir. Hein. Vous pouvez venir à Sog visiter la lainerie. Elle est ouverte toute l'année. Et cette lainerie, en fait, présente les différents procédés de transformation de la laine en partant du mouton jusqu'au produit fini et chemine autour d'un espace où on retrouve une unité de feutrage mécanique et une petite unité de bonnetterie. La bonnetterie, c'est le tricotage. Donc, ça permet de voir aussi les machines en fonction, de vraies machines et des vrais gens derrière qui travaillent. Et il y a aussi un petit espace dédié sur les entreprises emblématiques du pays de Sog qui ont eu leurs âges d'or dans les années 70-80. Et puis, la dernière photo, c'est tout simplement les produits que les ateliers de la Bruyère produisent actuellement en feutre de laine de mouton, avec des accessoires du vêtement, comme des chaussons, des chapeaux, des sacs, des petits poufs, des tapis de yoga. Et puis l'arrière-plan, cette cabane bizarre avec des roues, c'est un habitat vernaculaire de berger. C'est ce qu'on appelle chez nous la tsabonne. Et la tsabonne, en fait, c'est la cabane du berger qui lui permettait de suivre le troupeau, puisqu'on était sur un système de pastoralisme et d'itinérance, de parcours avec les troupeaux de moutons dans les années c'était encore actif dans les années 60, 70, 80. Et ça me permet aussi de vous dire que tous ces produits, vous pouvez les retrouver en vente sur un site que l'on a fait coopératif, bien entendu, puisque ça, c'est un peu notre maître mot, et qui s'appelle madeingévaudan.com et qui nous a permis de nous structurer avec 25 producteurs pour vendre à la fois des produits de terroir et des produits d'artisanat. Pascal, j'allais vous poser une question. On a vu pendant la crise Covid qu'il y a eu un problème d'approvisionnement en laine. Est-ce que du coup, ça a orienté des demandes vers vous ou pas, Ce qui s'est passé, c'est que la laine, actuellement, vous avez des milliers de tonnes de laine disponibles en France, car il y a des milliers de moutons, même des millions de moutons. Et cette laine, elle est à 95% expédiée en Chine. Voilà ce qui se passe actuellement dans la laine française. Et donc, ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que les personnes qui négocient, qui achètent et qui vendent aux Chinois se sont retrouvées fort dépourvues quand la bise fut venue. Et la bise, c'était le Covid. Et donc, ça a été impactant pour cette branche-là. Moi, je n'ai pas du tout de problème de ressources. Je refuse de la laine. On m'en propose tous les jours. Et je n'ai pas assez de clients pour transformer et écouler cette laine. Donc le problème, c'est un problème où on doit passer d'un schéma où on était au tout exportation et au tout mondialisé à un système plus vertueux, mais ça ne se fait pas. On est sur une filière qui est tellement large et tellement complexe, parce qu'on parle de la laine, mais on devrait parler des laines. Il y a plein de laines différentes et plein d'utilités différentes. Vous ne faites pas la même chose avec des laines de mérinos, des laines de blanche du Massif central, des laines de noir du Velay, les races de moutons, il y en a pléthore. C'est comme si on essayait de comparer, de se dire, voilà, il y a une filière viande, et demain, on va faire quelque chose de bien, c'est du saucisson, voilà, point, avec la filière viande. Et vous n'allez pas mettre du canard, du poulet, vous n'allez pas mettre du foie gras, vous n'allez pas traiter pareil. Donc, c'est une grosse complexité, et le côté circulaire qui est difficile à mettre en place, c'est justement cette complexité-là et la complexité d'acteurs que cela demande et de transformateurs différents. Merci beaucoup, c'était très, très utile. Merci pour ces précisions. Et on finit ce tour de table avec Jérôme Charbonnel. Là, on part en Anjou. Et c'est le verre, et on va parler du verre. Ensuite, je donnerai la parole à Anne-Laure Paty, notre grand témoin de Zero Waste France, pour conclure cette émission. Jérôme Charbonnel, je vous en prie. Oui, donc bonjour. Donc moi je dirige l'association Revivert. Donc je vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'économie circulaire. Je pense que tout le monde a bien compris. Du coup, nous on travaille sur le verre plat. Alors il y a deux grandes catégories de verre. Il y a le verre plat, c'est le verre du bâtiment, tout ce qui est fenêtres, cloisons, choses comme ça, et le verre creux. Le verre creux, c'est tout ce qui est emballage, bouteilles et choses comme les pots et tout ça. Donc nous on est notre cœur de métier, c'est sur le verre plat, uniquement le verre plat. Donc nous, on collecte des menuiseries en fin de vie qui sont démontées par des artisans et lors de rénovation de bâtiments.
Et on amène tout dans notre atelier, on démantèle et on remet les matières qu'on a démontées dans les filières industrielles qui vont bien. Donc tout notre verre, alors c'est vraiment de l'économie circulaire, c'est-à-dire que notre verre plat, on le remet dans le verre plat et tout ce qui est démonté chez nous ne va ni à la bouteille, ni à la laine de verre, ni à la bille. Il retourne au verre plat chez Saint-Gobain pour refaire des fenêtres. Voilà. Et pareil pour le PVC, tout ce qui va être démonté va chez des gens qui refont de la matière PVC pour faire des fenêtres. Voilà. Donc ensuite, donc on est une association, on a démarré en 2019, hein, on est assez jeune. Et puis on collecte et on s'étend. On a nos clients, c'est des artisans, des déchetteries et les industriels. Les industriels qui fabriquent des menuiseries. Voilà, quoi dire de plus? L'ADEME a estimé qu'il y a en France 200 000 tonnes de verre plat démontés en France chaque année et que avant qu'on démarre, justement, il y avait à peu près 5% de recyclés et le reste allait en enfouissement. Voilà, ce qui est quand même dommage quand on sait que le verre est indéfiniment recyclable. Voilà. Alors le but de recycler du verre, donc déjà, c'est de ne pas perdre la matière, d'économiser du sable, hein, parce que le verre est fait avec du sable, et les extractions de sable, ça commence à être assez compliqué. Et puis, il y a une grosse économie aussi d'énergie à la fabrication. Saint-Gobain estime qu'à chaque fois qu'il rentre une tonne de calcin, de verre recyclé dans leur four, ils économisent 30% de CO2 sur l'énergie du four. Voilà, c'est des grands fours qui font 500 mètres de long et qui chauffent à 1500 degrés. Alors évidemment, dès qu'on peut faire des économies, c'est la bienvenue. Voilà, donc après nous, donc là je vous ai fait un petit dessin que vous voyez, c'est vraiment l'économie circulaire. Hein. Donc la fenêtre, les matières sont fabriquées. Le fabricant de fenêtres, il fait sa fenêtre. Après, ça va en construction, en utilisation. Et puis, lorsqu'on déconstruit, ça vient chez nous et nous, on sépare toutes les matières qu'on remet dans les industries, sauf le bois, évidemment, puisqu'on ne peut pas fabriquer de la fenêtre avec du bois de fenêtre, où là, on l'envoie, ça part souvent en énergie. Chez les cimentiers, par exemple, où il y a des chaudières maintenant qui sont équipées pour traiter du bois B, ou alors une partie aussi va en panneautier pour refaire des panneaux de particules, pas contreplaqués, mais agglomérés, choses comme ça. Voilà. Alors ensuite, par rapport à ça, nous, ce qu'on a défini, c'est que comment vous dire ça, il est démonté partout en France des fenêtres, dans tout le pays. Donc l'idée, c'était pas de faire un atelier qui traiterait tout et faire rouler des menuiseries en fin de vie dans les camions. C'est un peu, pour l'écologie, c'est quand même contre-productif. Du coup, on développe une marque pour fédérer des ateliers d'insertion comme nous, enfin, pas forcément d'insertion, mais au moins qui travaillent dans le social. Hein, le côté social est très important pour nous, pour se fédérer autour d'une marque, Reviver, et de travailler ensemble. Du coup, on a déjà des ateliers qui sont ouverts. Il y en a un à Paris, il y en a en Bretagne, à Landerneau, il y en a à côté de Rennes, il y en a à Mauléon, dans les Deux-Sèvres. Voilà, il y en a d'autres qui vont ouvrir incessamment sous peu. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de faire une dynamique autour du recyclage du verre plat en verre plat. Voilà. Quoi vous dire de plus? Nous, on a depuis en 2021, donc on est toujours dans une phase ascendante puisqu'on a été créé il n'y a pas très longtemps. En 2021, là, en ce moment, on est rendu à 600 tonnes de menuiserie entrantes chez nous pour 200 tonnes à peu près de verre réexpédié chez Saint-Gobain pour refaire du verre plat. C'est combien de salariés vous avez combien de salariés qui sont On a impliqués? 15 salariés en insertion, CDDI, et 4 encadrants. Donc ça fait 19 en tout. Et on va très probablement relancer un recrutement en début d'année. Voilà. Pour pouvoir
pour pouvoir absorber tout ce qu'on rentre là. Là, en ce moment, on a un peu de mal à traiter les tonnes qu'on rentre. Voilà. Et alors, c'est quoi cette photo? Alors cette photo, c'est un camion, c'est une benne avec du calcin. Donc le calcin, c'est le verre cassé qui retourne au four. Donc ça, c'est l'intérieur de la benne. Et là, il y a 30 tonnes de verre dans la benne. Et là, ça va partir sur le four flotte de Aniche de chez Saint-Gobain. Voilà. Et je crois que vous travaillez avec Zéro Chômeur sur les... Alors on travaille en étroite collaboration avec Territoire Zéro Chômeur, hein, donc parce que eux, ils font aussi partie du monde du social, et du coup il y a des ateliers. Donc l'atelier qui travaille sous la marque Revivère de Rennes, c'est un Territoire Zéro Chômeur, et celui-là de Moléon aussi. Voilà. Il y en a un autre qui va ouvrir bientôt à Caen, Colombelle. Voilà, donc on travaille avec le Territoire Zéro Chômeur, mais pas que. On travaille aussi avec Arès, hein, l'atelier de Paris, c'est Arès, et avec toutes les bonnes volontés qui sont d'accord. Alors, c'est clair que pour le développement, Territoire Zéro Chômeur, il va y avoir 130 territoires qui vont s'ouvrir en 2000, je sais pas quand, 22, je pense. Alors évidemment, sur ces 130 territoires, même si on n'en a que la moitié qui font de verre, ça sera quand même tout bénef, quoi. Du coup, est-ce que vous pensez que les acteurs de l'ESS devraient, voilà, sont les bons acteurs pour gérer toute cette logique circulaire? Bah, enfin, moi, je pense que globalement, pas spécialement sur le verre, mais sur toutes les filières de recyclage où il y a du tri de matière assez pointu, hein, pour recycler du verre plat en verre plat, il faut qu'il y ait 99,9% de verre dans ce qu'on envoie, hein. Il n'est pas question d'y être gravier, il n'est pas question qu'il y ait une vis qui tombe, enfin voilà. Donc toutes ces fonctions de tri et de séparation de matière, les machines, elles ont beaucoup de mal à le faire. Et je pense qu'il y a une machine qui marche très bien et qui y arrive, c'est l'homme. Donc autant l'utiliser. Voilà. Alors, par contre, il faut absolument des aides de subvention, parce que s'il faut se payer et payer les gens sur la vente des matières, c'est absolument impossible. Voilà. Ben, merci beaucoup à vous trois, et je passe la parole à Anne-Laure pour synthèse, et Anne-Laure Paty de Zero Waste France. Anne-Laure, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Zero Waste France et nous proposer un mot de synthèse et d'ouverture de ce dernier épisode de l'année? Oui, merci. Alors, bonjour à tous. Anne-Laure Paty, moi je suis présidente de l'association. Je fais partie du conseil d'administration de Zero Waste France depuis bientôt 10 ans et présidente depuis 4 ans, donc c'est une association de cœur pour moi. Zero Waste France, c'est une association qui existe depuis 1997, qui portait le nom du CNID, avant c'était Centre national d'information indépendante sur les déchets, et qui a changé de nom, qui a fait peau neuve en 2013 avec cette mouvance justement qui est montante du zéro déchet. C'est une association qui a aujourd'hui plus de 2000 adhérents. On est représenté sur le territoire par plus de 130 groupes locaux, donc il y a vraiment eu une effervescence au niveau du développement des groupes locaux, c'est-à-dire qui portent la voix de Zero Waste sur le territoire. Et on est aussi, il faut le savoir, financé à plus de 50% par le don de nos adhérents, ce qui nous permet justement d'avoir vraiment une indépendance de ton, et ce qui est aussi important sur ces sujets de recyclage et d'économie circulaire qui peuvent être aussi très politiques. Notre objectif, nous, c'est vraiment d'outiller les acteurs du terrain, notamment nos groupes locaux, mais aussi toute autre personne, donc ça peut être aussi des entrepreneurs, informer et décrypter justement l'information autour des déchets et faire avancer les politiques publiques. Donc on a 2 personnes en interne qui travaillent sur le plaidoyer afin de faire avancer la réglementation pour aller dans le bon sens vers ce que nous on considère comme une bonne réduction des déchets. On met à disposition, vous pouvez aller voir notre site web, beaucoup d'outils. Donc on a lancé il y a plusieurs années maintenant un défi qui s'appelle le défi Rien de neuf, qui permet aux gens justement de s'engager dans cette démarche de non-achat, on pourrait dire de décroissance dans un sens, en se posant la question de se dire, est-ce qu'aujourd'hui j'ai des alternatives pour ne pas acheter du neuf, donc d'acheter d'occasion, voire même de ne pas acheter du tout, donc se poser la question de l'acte d'achat. On a lancé aussi récemment une campagne qui s'appelle contre la fast fashion. Ça, c'est notre dernière campagne qui est sortie le mois dernier,
qui permet aussi, parce qu'il faut savoir que l'industrie du textile est l'industrie la plus polluante au monde, et donc du coup de décrypter un petit peu les messages et les tendances comme celles qu'on peut avoir aujourd'hui. On est le jour du Black Friday, il ne faut pas l'oublier. Du coup, de quelles sont les manières détournées de l'industrie et du capitalisme, on va dire, pour nous faire consommer toujours plus, en mettant notamment en exergue certaines fois les aspects recyclage sous couvert justement de bonnes pratiques. Et on a sorti du coup via l'ancienne directrice Flore Berlingen a sorti un livre qui s'appelait justement, pour mettre un petit peu le point sur la table, Recyclage, le grand enfumage. Donc je vais parler un petit peu parce qu'on parle de recyclage, on devrait parler plutôt des recyclages parce qu'en fait, en fonction des matières et des secteurs, la réalité est très différente. Donc là, on a vu des projets qui, sans conteste, sont vraiment intéressants, qui relocalisent le recyclage en France, qui créent de l'emploi, etc. Mais c'est vrai que c'est pas la réalité, notamment sur tous les secteurs et notamment sur les emballages et le plastique. Donc en fait, l'objectif du manifeste qu'on avait sorti, que Flore avait écrit, c'était vraiment de dénoncer cette industrie du recyclage dans ce qu'elle a un petit peu de ce côté enfumeux, de fumeux justement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'économie circulaire est devenue, en tous les cas pour le consommateur final, vraiment l'alibi du jetable. Parce qu'elle va conforter le consommateur dans ses habitudes, à savoir se dire, continuez à consommer comme vous le faites aujourd'hui, ne vous préoccupez pas des aspects environnementaux parce qu'on s'occupe de tout. Et votre acte de consommation n'aura aucune conséquence. En fait, ça, c'est faux aujourd'hui. C'est faux, pourquoi? Pour plusieurs raisons. C'est que on met en avant des démarches d'innovation, d'optimisation, alors que ce qu'il faut rappeler, c'est vraiment la hiérarchie des modes de traitement. C'est-à-dire qu'on doit d'abord réduire, réemployer, voire réutiliser avant de recycler. Donc, on doit déjà avoir cette idée de réduction à la source. Le recyclage aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'alpha et l'oméga de notre politique pour la gestion des déchets. Alors, comme je viens de le dire, dans la hiérarchie des modes de traitement, il y a d'autres actions à avoir en amont. Le réemploi, la réduction, la sensibilisation. Et comme partout, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, si on met l'argent que dans des politiques de recyclage, c'est de l'argent qu'on ne met pas ailleurs dans d'autres fonds. Là, on parle beaucoup des filières REP en ce moment. Il y a une filière REP sur le bâtiment. Il y a un certain pourcentage qui devait être dédié au réemploi des matériaux. Finalement, le fonds réemploi était un peu squeezé au dernier moment. Donc ça, c'est des choses qui sont assez dommages, contre lesquelles on essaye, nous, justement, de défendre et de mettre en avant les acteurs, justement, notamment l'insertion et l'ESS, qui travaillent beaucoup, justement, à réintégrer le réemploi et qui développent aussi beaucoup d'emplois sur le territoire. C'est aussi faux, on parle beaucoup des filières REP, la problématique c'est qu'effectivement on va payer une contribution, donc responsabilité étendue du producteur, on va payer une contribution à l'achat d'un produit. La problématique va aussi être la recyclabilité des matériaux, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, ça peut être un travail de fourmi. Alors effectivement sur le verre on peut se permettre de le faire. Sur d'autres types de matériaux aujourd'hui, c'est pas envisageable. Par exemple, sur tout ce qui est déchets électriques et électroniques, c'est une vraie problématique de pouvoir séparer matière par matière. Et également aussi pour ce qui est le plastique. Aujourd'hui, on a des alliages de plastique. Certains types de plastique se recyclent bien, et encore faut-il pouvoir le collecter en amont. Et certains types de plastique ne se recyclent pas du tout. Et donc, si vous les mixez, vous faites un mélange de ces plastiques, vous obtenez un produit qui n'est absolument pas recyclable. Il y a aussi des problématiques autour de la gouvernance, de la mise en place des bonus-malus dans ces filières. Donc, on met beaucoup d'argent pour des actions de communication et finalement, l'impact est quand même assez limité sur les ressources qui sont quand même ce qu'on essaye aujourd'hui, sur la limitation des déchets et sur les ressources qu'on essaye de conserver. Et puis, il y a quand même un mythe aussi du recyclage à l'infini. Alors, effectivement, on peut recycler le verre, on peut recycler l'aluminium. Ce n'est pas le cas de toutes les matières. Encore une fois, le plastique, certains métaux aussi, il y a beaucoup de fuites dans le système et des imperfections. Il y a des impasses pour certains types de plastique, je l'ai rappelé. Donc, la matière va se dégrader au fur et à mesure du recyclage. Donc, on a instauré un mythe pour rassurer le consommateur, mais qui malheureusement est assez faux. Et puis il y a quand même aussi l'impact environnemental, on l'a rapidement dit, mais recycler, c'est utiliser de l'énergie. Effectivement, les fours pour faire chauffer le verre, c'est 1200-1500 degrés, c'est fortement émetteur en CO2. Donc est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens aussi d'envisager les choses en réemployant notamment sur le verre? Je connais bien le secteur. Sur le verre, il y a aussi des sujets de réemploi de verre, donc via notamment des projets qui sont en train de monter de filières de réemploi de verre plat. Donc il y a aussi d'autres manières d'envisager l'économie des ressources.
finis juste pour dire qu'effectivement, c'est une réponse partielle, mais je remercie, je salue quand même évidemment les beaux projets qui ont été montrés, parce qu'au-delà de ce constat un petit peu en demi-teinte, les projets là qui ont été soutenus, effectivement, mettent en avant la création d'emplois et limitent l'impact carbone aussi lié au transport des déchets, parce que les déchets voyagent énormément. Voilà, donc bravo pour ces projets. Merci beaucoup à tous nos intervenants et intervenantes. Rendez-vous en 2022 pour une saison 2 de la web-série. Il y aura d'autres émissions sur plus ou moins les mêmes sujets, mais en vous montrant de nouvelles illustrations, puisque la Fondation soutient de nombreux projets. Merci à vous tous et bonne journée. Au revoir.